Alhamdulillah. Monsieur Blamri, le jury ici présent vient vous écouter dans le cadre de la soutenance de votre thèse de doctorat qui s'intitule Caractérisation de la microstructure et des propriétés mécaniques de deux alliages durs de rechargement utilisés en construction mécanique. Un travail que vous avez réalisé à l'université de Béjaïa sous la direction du professeur Hatti au département de génie mécanique. Vous avez une quarantaine de minutes pour nous exposer l'essentiel de vos résultats. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les membres du jury, très honorable assistance, bon après-midi. Permettez-moi de vous présenter l'essentiel de nos travaux de recherche dans le but d'obtention du diplôme de docteur d'État en sciences. Donc, nos thèmes de recherche sont cadrés autour d'une caractérisation de la microstructure et des propriétés mécaniques de deux alliages durs de rechargement utilisés en construction mécanique. Ces travaux sont proposés et dirigés par le professeur Hatti. Pour ce faire, je vais être bref et léger. Donc, je vais vous exposer une petite introduction autour de la problématique. Après, donc, on va voir l'étude et le contexte de cette étude et pourquoi elle est utilisée. Après, donc, je vais vous expliquer un petit peu les matériaux que nous avons utilisés pour ces rechargements. Et puis, après, on va voir un petit peu les résultats que nous avons obtenus et on va conclure par une conclusion générale. Alors, dans les systèmes mécaniques, les frottements est l'une des principales causes de dissipation d'énergie. Et en effet, il est estimé dans le monde que jusqu'à un tiers de l'énergie est gaspillée pour vaincre les frottements. Par exemple, dans les moteurs thermiques automobiles, le frottement est responsable d'environ 50% des pertes totales d'énergie. Et sachez que, de plus, le frottement donc, est suivi du phénomène d'usure qui provoque les pertes de performance et entraînant des arrêts machines et des coûts de réparation et de remplacement non négligeables. Dans ce contexte, la projection thermique donc, que nous avons utilisée pour élaborer des revêtements, donc le but essentiel de cette technique, c'est de rénover des surfaces usées de pièces de machines pour une deuxième réutilisation, ou bien même d'améliorer les performances des surfaces fonctionnelles de pièces de ces machines-là. Alors, de ce fait, la technique de projection thermique est aujourd'hui une technique appropriée à ce contexte. En effet, donc, on peut réaliser des dépôts avec des matériaux assez variés. Très bien. Alors, cela donc a fait appel, donc puisqu'on utilise plusieurs matériaux, donc on est amené à étudier la fiabilité de ces dépôts-là pour avoir le dépôt, le revêtement le plus adéquat. Adéquat, c'est quoi? Alors, il faut avoir une meilleure adhérence possible avec le substrat et les quantifier en termes d'énergie d'adhérence, une meilleure résistance à l'usure, donc notre pièce qui travaille à l'usure, et un coefficient de frottement approprié donc suivant le besoin. Sachez que pour comprendre un petit peu l'importance de cette technique, donc nous l'avons située un petit peu dans le monde industriel, sachez que la réduction d'environ 20% des frottements dans un moteur thermique nous permet d'environ de gagner une consommation d'un véhicule de 7%, ce qui a fait, par exemple, gagner aux États-Unis dans 92 milliards d'euros et environ 6 milliards d'euros à la Chine grâce à ces récupérations et à ces améliorations. Alors, pour notre cas, donc nous sommes un petit peu intéressés au fameux moteur thermique, donc très utilisé chez nous, donc les voitures classiques que vous avez tous. Donc la motivation en fait repose sur l'étude des principaux tribosystèmes que comporte un moteur thermique. Donc sachez que les spécialistes en tribologie, donc ils ont classé 4 principaux systèmes tribosystèmes, donc en l'occurrence le système SPC, donc composé des segments, des pistons et des chemises, le système MCB composé des mentons, coussinets et bielles, et bien d'autres systèmes tribosystèmes donc que compose ce moteur-là. D'après la bibliographie, donc nous avons constaté qu'environ 70 à 75% des pertes en termes d'énergie sont localisées dans ces systèmes-là, donc SPC et MCB. Alors, ici, donc, nous allons un petit peu voir le détail des deux systèmes. Donc, le système SPC concerne en fait le frottement des segments lors du travail du piston dans la chemise. Le deuxième système, donc, c'est la liaison pivot qui lie entre le vilebrequin et la bielle à travers le coussinet aussi qui travaille au frottement. Une autre illustration, donc, pour voir un moteur à 4 temps. Donc, nous voyons ici
Donc le système SPC, donc il se répète plusieurs fois, donc sur 4 pistons. Et puis le système MCB, donc la liaison bielle-coussinée, Villebrequin, donc on les retrouve au niveau des tourbillons et au niveau des maintenants, donc au niveau du bloc moteur, qui lui aussi, donc SUS, donc est appelé à être rénové. Ici, donc, je mets un petit exemple pour voir cette usure-là abrasive, donc sur les tourbillons, notre Villebrequin, que nous devons proposer des techniques de récupération. Très bien. Ce Villebrequin-là est une pièce très complexe, comme vous pouvez le constater ici. Donc, à cause d'une usure d'une surface, donc, que ce soit un Villebrequin d'une petite voiture, ou bien même, il y a des exemples de Villebrequin de grands moteurs tels que les moteurs de bateaux. La complexité aussi du bloc moteur donc, nous amène à réfléchir un petit peu, à proposer des techniques de rénovation ou bien d'innovation pour améliorer la durée de vie des machines. Nous avons utilisé la projection thermique. Tout le monde se pose la question, c'est quoi? C'est très simple. Il suffit de déposer un métal d'apport sous forme de cordon, de poudre ou de baguette grâce à une source de chaleur sous forme d'une flamme, d'un arc électrique ou un plasma sous un gaz vecteur. Donc on dépose le métal fondu sur un substrat pour former un dépôt. J'illustre ici un petit peu pour essayer de voir de manière simplifiée cette technique-là. Donc on voit ici les sources donc de chaleur. Donc on fait c'est la combustion entre le propane et l'oxygène. Donc on voit ici la projection sous forme de gouttelettes sur le substrat pour obtenir à la fin un dépôt sous cette forme-là de manière générale. Du côté maintenant, puisque j'ai cité tout à l'heure que cette technique est utilisée dans le monde donc dans deux buts, donc l'un est de rénover et l'autre d'innover. Donc dans le cadre de la rénovation, donc nous avons trouvé des cas concrets de notre industrie, donc où on récupère les surfaces usées du Villebrequin, donc en utilisant cette technique. Après rectification, donc on récupère et on donne une seconde vie à notre Villebrequin. Un deuxième cas, c'est la récupération des pompes à mélasse de chez Civita. Donc c'est de grandes pompes qui s'usent justement en fonctionnement donc au niveau des surfaces. Donc au lieu de jeter tout ça, on récupère les surfaces et on réutilise notre pompe. Un autre cas, donc à cause donc vous pouvez le constater ici, donc il y a des pignons qui tournent. Donc sous l'effet de ce mouvement-là, donc nous avons des usures. Donc après rénovation, ces exemples sont tirés de la SNC Atra, ici à Béjaïa. Donc ils travaillent avec cette technique, ils rénovent et réparent et récupèrent plusieurs pièces. Les pignonneries aussi, donc on les récupère, que ce soit au niveau des dents ou bien au niveau des portées de roulement. Donc on leur donne aussi une seconde chance de travailler. Et surtout, donc il y a beaucoup d'arbres donc, qui s'usent au niveau des portées de roulement. Donc cette technique nous permet aussi de les récupérer et les réutiliser. Ça, c'est dans le monde de la rénovation des moteurs thermiques. Sachez qu'on n'utilise pas cette technique seulement pour les moteurs thermiques, donc elle est largement utilisée dans d'autres industries telles que les pétroliers, les agroalimentaires, etc. Dans l'autre volet donc, qui est l'innovation, donc nous avons trouvé un exemple dans la bibliographie qui est en fait un lien entre des universités donc en Allemagne qui se mettent à travailler avec les géants de l'industrie automobile justement pour apporter cette innovation et améliorer les surfaces de travail des moteurs tels que le moteur Mercedes, tout le monde le connaît, très très performant donc grâce à ces études-là d'innovation. Très bien. Alors pour nous, notre travail, donc, il est cadré dans quel objectif? Donc, le premier objectif, c'est d'améliorer des résultats déjà obtenus dans des travaux antérieurs dirigés par le professeur Atti. Et pour nous, donc, cette fois-ci, donc, on s'est intéressé à voir un petit peu la quantification des propriétés tribologiques de nos revêtements, approfondir maintenant la caractérisation au niveau de la microstructure de nos revêtements, examiner l'effet d'un post-traitement, qu'est-ce que ça va donner, et établir une corrélation entre toute cette microstructure avec le comportement mécanique de notre revêtement. Le deuxième point, traité dans ce travail de recherche, c'est de porter, ou bien de donner un travail préliminaire sur une caractérisation de la microstructure et l'adhérence d'un autre revêtement élaboré à base d'un alliage à base nickel lié au chrome, aluminium, fer, molybdène. Donc, cette fois-ci, dans ce travail, donc, nous allons commencer à étudier le comportement de cet autre revêtement. Nos matériaux d'apport donc, que nous avons utilisés pour élaborer les revêtements donc, sont un acier perotectoïde sous forme de fil et le métal d'apport à base nickel, donc il est sous forme de poudre. Les revêtements donc, ils sont élaborés en utilisant la technique de projection thermique, justement pour élaborer ces
revêtements. Alors, avant d'explorer nos revêtements, donc on a essayé de voir un petit peu dans la bibliographie qu'est-ce qui se fait pour ce genre de revêtements. Donc pour les aciers, nous avons trouvé des travaux concernant l'acier hypotectoïde à bas carbone. Donc Edrissi et collaborateurs en 2001, ils ont trouvé par DLX qu'il est composé essentiellement de la phase ferrite et des oxydes. Donc ils ont fait des tests d'usure, ils ont trouvé qu'à faible charge et faible vitesse de glissement, l'usure en fait elle est pratiquement au cours d'usure, donc il y a formation d'un oxyde Fe2O3. Ils ont augmenté la charge et la vitesse de glissement. Ils ont trouvé qu'à côté de cet oxyde et de la phase d'origine, donc il y a formation d'autres oxydes. D'autres travaux aussi donc sont faits pour ce même métal d'apport, en ajoutant cette fois-ci 2,5% d'aluminium. Donc les constats, donc ils ont vu que le revêtement se compose de la phase ferrite et d'oxyde, mais ils ont remarqué, comparativement à l'ancien revêtement, donc la résistance à l'usure maintenant est légèrement améliorée, et une fraction de l'oxyde FeO qui a légèrement diminué d'environ 15%. Un autre travail un peu plus récent, en 2009, donc chez les collaborateurs, ils ont pris un acier hypotectoïde, donc mélangé à un fil en aluminium. La caractérisation DLX, donc ils ont trouvé qu'il est composé de la phase ferrite, d'un oxyde FeO et de la phase gamma fer. Ils ont par la suite donc fait des traitements de recueil à 450, 550, 650. Ils ont remarqué d'abord la disparition de la phase alpha au détriment de la phase gamma au détriment de la phase alpha et l'apparition d'un autre oxyde Fe3O4. Par la suite, il y a l'apparition d'un intermétallique Fe2Al5 en présence toujours du même oxyde, et à 650, donc nous avons tout ça plus d'autres intermétalliques qui se sont formés. Très bien, ça c'est concernant les travaux que nous avons trouvés concernant le revêtement en acier. Les revêtements à base nickel, donc qui sont largement utilisés dans les barrières thermiques grâce à leur résistance à l'usure, donc à haute température. Pourquoi? Tout simplement grâce à la formation d'intermétalliques ordonnés, donc qui viennent un petit peu lors de l'élaboration de ces revêtements-là. Je cite un exemple, donc la formation d'un intermétallique Ni3Al, donc donne une limite de l'élasticité qui augmente en fonction de la température qui est très importante dans l'amélioration des qualités de surface. Alors, pour ces revêtements-là à base nickel, donc en 91, donc nous avons trouvé un travail qui a caractérisé donc la microstructure de son revêtement. Donc il a trouvé, en gros, donc c'est des lamelles à base nickel, plus des oxydes donc de molybdène et d'aluminium. L'aluminium est lié au nickel à 19% et le molybdène est lié au nickel à 3%. Donc par la suite, nous avons trouvé un travail très très intéressant dans la bibliographie, donc qui présente un petit peu ce caractère biphasé des lamelles des revêtements élaborés ou bien à base nickel. Donc on ne les retrouve pas généralement dans les autres revêtements. Donc il remarque en fait ces lamelles qui se composent de la même composition chimique, mais qu'il y a des zones un petit peu qui sont riches en silicium et molybdène et un peu pauvres en chrome. Après un traitement à 600 degrés, donc ils ont constaté une certaine dissolution de ces particules-là, pour à la fin se tendre, en fait, ces lamelles vont avoir tendance à former une lamelle à phase unique, qu'on rencontre dans les revêtements classiques. Cela donc nous a un petit peu intrigués, on s'est posé la question pourquoi. L'une des causes qu'on a trouvées dans la bibliographie, donc, c'est le fait que la formation en fait d'intermétalliques des dépôts élaborés à base de cette poudre donc dégage de la chaleur qui un petit peu rentre dans la cinétique de refroidissement de ces revêtements là, qui donne un petit peu un comportement aussi différent par rapport aux autres revêtements. Alors par rapport à nos travaux, donc nous avons suivi donc un certain protocole expérimental bien choisi. Tout simplement parce qu'on ne va pas faire des tests pour faire des tests. Donc on a fait des tests dans un objectif bien déterminé, afin de nous permettre de gagner du temps. Il ne faut pas perdre du temps à faire des analyses qui ne vont pas servir à grand chose. Et puis, sachez que les analyses coûtent cher, donc il faut bien choisir les techniques afin d'avoir les résultats que nous cherchons pour comprendre les mécanismes. Donc, en plus des techniques classiques donc, de caractérisation, donc nous avons élaboré nos échantillons d'une manière
ingénieuse. Donc nous avons des pions pour les tests d'usure et coefficient de frottement, et nous avons des parallélépipèdes pour les essais de flexion 4 points. Donc l'élaboration de ces échantillons aussi, donc il faut donner un petit peu de l'importance pour un petit peu faire confiance par la suite aux résultats qu'on va obtenir. Donc le parallélépipède, donc il doit être parallèle, et doit avoir une certaine condition, que ce soit géométrique ou bien dimensionnelle. Et pour économiser justement le métal d'apport que nous avons utilisé, donc les revêtements sont faits en série, donc sur les pions, grâce à des dispositifs qui nous ont permis d'avoir un revêtement en série, donc pour économiser justement, en parlant d'économie, le métal d'apport. La même chose pour les parallélépipèdes destinés à la flexion 4 points. Le métal d'apport, ou bien le substrat que nous avons utilisé, donc, est un acier classique utilisé dans dans la mécanique pour les pièces de sécurité, le 35 CRMO4, auquel on a fait subir donc un traitement d'ostinisation, puis un revenu à 570 pour donner environ 210 HV. Le revêtement à base sous forme de fil, donc c'est un acier fortement allié au chrome, donc environ 1%, ce qui se présente sous forme d'un fil à 3,5 mm de diamètre. Les conditions d'essai, donc, ou bien de projection, sont prises des consignes de l'entreprise ATRA. Le deuxième, ou bien, donc ici je résume un petit peu la façon d'élaborer notre revêtement, donc de fuel, de combustible, d'oxygène, propane, pour justement projeter notre métal d'apport sous forme de fil ici qui se présente sous forme de bobine. Dans le pistolet, on projette et on a notre revêtement. L'installation donc que nous avons utilisée chez la SNC-ATRA donc se présente comme suit. Nous avons le pistolet qu'on utilise dans l'industrie. Nous avons un tableau de commande justement qui nous permet de régler les débits, les pressions, oxygène, propane et le gaz vecteur. Pour le deuxième métal d'apport, qui est une poudre sous forme qui est une poudre à base nickel, donc son nom commercial c'est Proxon 31 21031, donc l'iochrome aluminium fermolybdène. Nous avons donc vu sur la fiche technique, donc il y a une donnée très importante. Sur la fiche technique de cette poudre, donc on dit qu'on peut élaborer des revêtements allant jusqu'à 3 mm. Donc premier essai, donc nous avons élaboré des revêtements approximativement égaux à 3 mm pour essayer de voir est-ce que cette fiche technique, on peut lui faire confiance et à quel degré. Donc on a trouvé aussi donc, que c'est une poudre donc, pour élaborer des revêtements justement qui vont travailler à environ 850 degrés. Ce travail-là, donc, nous l'avons proposé comme idée, comme plus, dans le sens innovation, pour apporter un plus justement aux surfaces de chemise qui travaillent avec les segments de piston pour améliorer le rendement de notre moteur. Les consignes d'essai ou bien d'élaborer ces revêtements-là, donc on les a pris du laboratoire de génie des matériaux donc, de l'Université d'Alger. Ici, donc, on résume un petit peu l'installation qui nous permet d'avoir ce genre de revêtement. Donc, on voit ici un pistolet. Cette fois-ci, il n'y a pas de fil. Il y a juste un réservoir où on met la poudre. Et puis, il y a les deux fuels avec un gaz comprimé pour justement projeter les lamelles, bien les particules fondues sur le substrat. L'installation est ici. Donc, nous avons un pistolet. Le voici donc le réservoir qu'on remplit avec cette poudre. Ici, donc, nous avons tout un tableau de commande pour régler justement les pressions d'air, que ce soit d'oxygène, acétylène ou bien du gaz vecteur. Maintenant, les échantillons sont élaborés. Nous avons donc nos revêtements, donc passons à leur caractérisation. Donc, nous avons utilisé une technique qui nous permet justement d'avoir le module Young du revêtement et du substrat et de la dureté du revêtement et du substrat. Donc, disons, localisés et dans l'objectif justement de les utiliser, je vais expliquer tout à l'heure dans quel objectif. Donc, les résultats qu'on obtient à partir de cet essai, donc c'est une courbe, nous avons un pénétrateur qui, donc, c'est un essai de micro-dureté, donc nous avons un pénétrateur. Lors de la pénétration, on enregistre le chargement, lors du dégagement, donc on enregistre le dégagement, le déchargement. Donc en dépouillant cette courbe, donc nous pouvons remonter à la dureté et au module Young ici, donc nous avons une formule générale qui nous permet de remonter au module Young intrinsèque du revêtement en enlevant le module Young de l'indenteur. Pour les essais de flexion 4 points pour
estimer l'énergie d'adhésion de nos revêtements. Donc nous avons utilisé cette configuration-là, donc 2 appuis et 2 points d'appui, donc d'application de force. Et le revêtement que vous voyez ici, donc il est, en fait, on a mis une entaille pour enclencher un petit peu et initier les fissures ici, car les tests seront suivis par une caméra. Donc la caméra va être pointée ici, donc lors de l'apparition des fissures, on saura où et quand elle est apparue. Donc ici nous avons quelques images qui montrent un petit peu avant et après l'apparition de cette fissure-là. Maintenant, grâce à ce test, donc nous allons tirer la force juste à l'apparition donc de la première fissure. Cette force-là sera injectée donc dans une formule de l'air Bernoulli pour justement évaluer l'énergie d'adhérence de notre revêtement. Donc l'équation de l'air Bernoulli donc, il nous a permis de calculer cette énergie, donc se présente comme suit. Donc vous voyez ici, il y a la force qu'il faut injecter dans cette formule-là, et cette force-là, donc on l'a eu donc grâce à ce test de flexion 4 points et au suivi par caméra CCD. L'autre technique donc qui nous a permis d'avoir le module Young du dépôt, donc ici donc vous voyez que le module Young du dépôt est très important dans cette équation, donc il faut injecter justement cette vraie valeur du module Young du dépôt. Nous avons par la suite donc essayé de voir la tenue à l'usure de nos revêtements, donc nous avons élaboré ici même à l'université, donc pour technologie, un dispositif, je vais résumer son importance en 4 points. 1, c'est sa rigidité, donc il y a une conception assez soigneuse quand même, que j'ai fait moi-même, donc j'ai besoin d'une rigidité lors des essais d'usure, parce qu'il y a un contact acier-acier, une machine légère et faible, donc on aura des vibrations entre le contact du pion et le disque tournant. Donc premier point, la rigidité. Deuxième point, nous avons constaté, bon j'ai vu quelques essais, où le réglage, donc la planéité ou bien du contact surface-surface entre le pion et le disque tournant n'était pas évidente, tout simplement parce que nous avons un tribomètre, rigide, qui ne nous permet pas de régler. Donc le deuxième point que j'ai ajouté à ce système, donc le fait de pouvoir régler, de donner un degré de liberté en rotation suivant l'axe X ici, et un autre degré de liberté suivant l'axe Y, vous voyez ici, qui nous permet donc d'avoir une planéité et un contact surfacique du pion sur le disque. Le troisième point, ici donc nous avons une liaison glissière qui nous permet d'avoir une constante charge sur le pion, qui est ici donc présentée souvent 20 newtons. Donc si on a des problèmes aussi au niveau de la liaison, nous aurons une charge qui va varier au cours de l'essai. Soit elle va bloquer, donc la charge sera égale à 0, soit elle va vibrer, donc nous aurons du n'importe quoi. Le deuxième ou bien le quatrième point le plus important, c'est ce palier-là, qui nous permet, il est soigneusement fabriqué sur des machines à commande numérique de haute précision, qui nous permet justement d'avoir une rotation presque parfaite, presque plane, notre disque ici antagoniste. Donc j'ai pris une petite photo pour que vous voyez plus clairement donc, le contact entre le pion et le disque. Donc on voit ici le contact quasi plan, quasi surface sur surface de nos essais. Donc dans quelle perspective justement le vilebrequin travaille en contact surfacique, nos essais doivent travailler ou bien quantifier un petit peu le travail du revêtement en contact surfacique et non suivant une autre configuration. Donc les essais donc, sont faits sous une charge de 20 newtons, d'une vitesse de glissement de 110 mètres par minute et une distance de glissement, donc les revêtements sont sévèrement sollicités, une distance de glissement de 5 km par échantillon. Par la suite, donc, le test d'usure, donc nous allons voir, maintenant il y a frottement, comment répond notre revêtement par rapport à un matériau antagoniste. On l'a quantifié avec le coefficient de frottement. Donc nous avons ici un petit banc d'essai sur un tour. Donc nous avons un disque qui tourne, un système d'acquisition de données. Système d'acquisition de quoi? De la force tangentielle divisée par la force normale. Nous avons le coefficient de frottement. Donc les essais sont faits sous une charge de 20 newtons. Une autre configuration, bi, sur un disque tournant. Donc nous voyons ici le revêtement donc en noir. L'objectif ici, donc, c'est de changer les conditions d'essai, donc en travaillant cette fois-ci à faible charge, pour voir un petit peu le comportement de nos revêtements à forte et à faible charge. Très bien. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Premièrement, donc, en explorant un petit peu la microstructure de notre revêtement en acier, donc c'est une microstructure lamellaire, il y a des lamelles non fondues, des porosités, donc c'est classique. Maintenant, nous avons passé
donc à la caractérisation par DRX, donc pour voir un petit peu de quoi il est composé notre revêtement brut de projection. Hein. Donc on vient de projeter, on l'a analysé. Donc il a présenté deux phases métalliques qu'on voit ici, hein, structure cristalline alpha, gamma, et la présence de deux oxydes. Tout de suite, donc les gens de matériaux, donc ils vont essayer tout de suite de voir la corrélation avec la température. Donc nous avons fait des essais de recueil. Donc le premier constat, c'est la disparition de la phase CFC gamma. Le deuxième constat, donc on a analysé un petit peu les raies. Donc nous avons constaté, vous voyez ici la disparition de la phase gamma et la phase alpha qui augmente. Et nous avons constaté aussi, donc en fonction des températures de revenus, que l'oxyde Fe3 au 4, donc la proportion donc augmente au détriment de la proportion de l'autre oxyde présent dans notre revêtement. Par la suite, donc on est passé à l'imagerie MEB pour voir un petit peu le contraste chimique des phases retrouvées par DRX. Donc on voit ici la présence des phases métalliques, deux oxydes. Donc vous voyez ici donc leur niveau de gris donc il est différent. Donc c'est deux oxydes différents. Donc le DS confirme un petit peu le caractère oxyde de ces phases-là à niveau de gris différent. Donc une analyse par microsonde de Castaing donc, nous a permis de voir, ou bien de déceler une remarque très importante. Bon, ça confirme un petit peu le caractère FeO de la phase B et Fe3O4 de la phase C. Et on remarque ici que les éléments silicium, chrome, manganèse, ils ont tendance à être présents beaucoup plus dans les oxydes que dans la phase métallique. Ok. Donc, on va voir un petit peu le comportement à l'usure de nos revêtements. Donc, les tests, chaque ici, donc il y a le brut 200, 300, 400. Chaque cas, donc nous avons fait 10 tests sur une distance de glissement de 5 km. Ce qui fait en tout, et pour l'ensemble des pions, donc environ 200 km de distance d'essai pour justement bien situer le comportement de nos revêtements. Donc, nous avons remarqué essentiellement qu'un recueil à 300 degrés C donc donne une meilleure tenue à l'usure comparativement aux autres températures. Donc nous avons gagné quand même par rapport au brut de projection en termes de perte de masse. Maintenant, ce résultat est très très important, ce qui nous a permis, au lieu de continuer à analyser et à voir le comportement des autres températures de revenus, donc nous nous sommes intéressés juste à voir la comparaison entre un revêtement brut de projection et un revêtement qui a subi un recueil à 300 degrés, puisque c'est les deux qui présentent une perte de masse intéressante, donc ce sera les deux que nous allons suivre. Premièrement, donc nous avons fait des tests de microdureté donc, à 50 grammes. Donc ici, vous voyez, on a pointé sur les phases oxydes et sur les phases métalliques. Donc les résultats que nous avons trouvés sont très très intéressants. Donc nous avons fait des essais ou bien des mesures, 20 mesures pour chaque phase. Les résultats que vous voyez ici, donc nous avons sur le brut de projection la phase oxyde qui a présenté un léger adoucissement de la microdureté, et les deux phases métalliques, qui sont transformées après un recueil, la même chose. Donc nous avons remarqué aussi un léger adoucissement. Donc on est passé à la macro, donc pour prendre tous les grains, toutes les phases à la fois. Donc la microdureté est sous charge 500 grammes. Donc nous avons trouvé que l'adoucissement, donc il y est toujours. Donc vous voyez ici que macroscopiquement, donc on voit toujours que le revêtement à 300 donc présente un léger adoucissement. Ok. Passons maintenant au coefficient de frottement. Donc, qu'en est-il des coefficients de frottement comparés entre les deux revêtements? Donc, première configuration donc, que j'ai citée tout à l'heure, donc configuration plan sur plan. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé? Un résultat très important, c'est qu'un revêtement brut de projection, vous voyez ici, donc, qui se présente sous forme de deux paliers. D'accord? Coefficient de frottement, le début des tests, à un moment donné, il augmente vers des valeurs importantes. Par contre, un revenu à 300 degrés, donc 1, nous avons un seul palier, 2, nous avons un coefficient de frottement faible, que nous allons plus tard expliquer. La deuxième configuration, donc, en abaissant la charge, donc on travaille maintenant à une faible charge, le constat est toujours le même, c'est que le bruit de projection présente toujours un seul palier, un faible coefficient de frottement, le bruit de projection donc, qui présente un seul palier, le premier palier au début, mais un coefficient de frottement important avec le temps. Nous nous sommes posé justement la question,
Nous avons changé les essais, donc conditions d'essai ont changé, les charges ont changé, mais le comportement c'est toujours le même. Donc on est allé vers les pistes d'usure, donc voir un petit peu pourquoi, quel est le mécanisme qui gère et qui donne ces résultats-là identiques. Donc pour le revêtement donc, bruit de projection, ici donc, nous avons délimité les pistes. On voit ici donc, en électron rétrodiffusé donc un contraste chimique des phases. On voit il y a beaucoup de phases noires, hein, les oxydes. Ici, en électron secondaire, donc on voit le relief des particules qui sont pratiquement, en analysant, vous allez voir, qu'elles sont localisées au niveau de ces oxydes-là. En faisant un zoom, donc on remarque toujours sur une autre zone la présence de particules blanches dans les zones grises. Nous avons analysé bien sûr les pistes d'usure pour voir elles sont composées, donc nous avons trouvé la même chose, donc ça n'a pas changé, toujours des phases métalliques et présence des deux oxydes FeO et Fe3O4. Maintenant, en explorant un petit peu et lentement les pistes d'usure, hein, ça n'a pas été évident parce qu'il faut trouver un petit peu les mécanismes qui gèrent l'usure de ce bruit de projection. Donc nous avons trouvé un résultat très intéressant, donc, en faisant un zoom sur des zones différentes, ces particules-là qui sont sur les phases noires. Donc la phase noire, c'est l'oxyde Fe3O4. Les particules blanches sont sur les particules ou bien les phases noires. En explorant encore un peu plus, il fallait chercher d'où est-ce qu'elles viennent ces particules blanches. Donc nous avons trouvé que la phase ou bien la piste d'usure donc présente une déformation plastique sévère de la piste d'usure. Nous avons trouvé une sorte de particules donc, qui commencent à se détacher donc, au cours d'usure, donc elles vont se déposer l'une derrière l'autre sur les phases oxydes. Donc il y a détachement, dépôt sur la phase oxyde. Et en explorant, donc, nous avons trouvé une image très belle qui montre la majorité de la phase oxyde très très riche en phase métallique qui donne en quelque sorte un matériau composite. Donc ce phénomène-là, c'est lui qui gère un petit peu la formation du deuxième palier, parce qu'on va avoir une nouvelle surface, donc nouveau coefficient de frottement. Qu'en est-il maintenant du bruit lorsqu'on fait un recueil à 300 degrés? Donc même protocole, hein, on a visé les pistes d'usure, on a suivi un petit peu la présence, toujours les débris, donc la phase noire qui augmente. Cette fois-ci, une image aussi très intéressante. Vous remarquez, comme tout à l'heure, une phase complètement noire, mais quasi propre, pas de particules blanches sur cette phase-là. Nous avons exploré pour voir, ok, nous avons des phases noires sans phase métallique, mais qu'est-ce qui se passe exactement sur les pistes d'usure? Nous avons trouvé, ça c'est très difficile de trouver parce que c'est des mécanismes, l'essai est terminé, mais il fallait trouver des mécanismes qui ont commencé, donc pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. On voit ici comme si la phase noire a tendance à s'étaler sur la phase blanche. Donc, vous voyez ici donc la phase noire donc, qui présente légères particules, hein, pas trop comme l'autre revêtement. Donc elle a tendance à se déposer. Donc nous pouvons un petit peu dire que cet étalement-là, donc il donne donc recouvrir la phase métallique et l'empêcher les particules de se détacher, et de deux, donc les oxydes donc, sont connus par leur effet lubrifiant, donc le premier point évite les deux paliers, le deuxième point donc donne un coefficient de frottement faible. Maintenant, le recueil à 300 degrés donne une bonne tenue à l'usure, mais un revêtement, j'ai dit, la fiabilité d'un revêtement repose aussi sur sa tenue donc, avec le substrat. Donc nous sommes passés à la caractéristique essentielle de l'adhérence d'un revêtement à son substrat, qui est l'énergie interfaciale. Donc nous avons fait des tests micro-indentation pour évaluer les modules d'ion du substrat et de revêtement. Donc on voit ici que le substrat présente la valeur habituelle des aciers, 208, 210, trouvée avec cette technique donc, qui peut nous orienter pour avoir une confiance dans les résultats obtenus pour les dépôts qui présentent ces valeurs-là. Donc nous avons fait les essais. Premier constat, les courbes d'essai. Donc premier constat, c'est que pour un bruit de projection, donc, il présente pratiquement une courbe assez lisse comparativement à la courbe d'autres revêtements. Le deuxième constat, lors de l'apparition de la fission, nous avons un léger palier, hein, il faut faire un zoom pour bien le voir. Par contre, pour l'autre, donc il présente carrément une chute brusque à des niveaux de force faibles. En injectant ces forces-là dans la formule de Bernoulli, donc nous avons évalué l'énergie d'adhérence. On remarque ici que nous avons perdu beaucoup, donc environ 72% d'énergie d'adhérence revêtement substrat est perdue. Donc c'est vrai qu'à ce recueil-là, nous avons une bonne tenue
et un bon coefficient de frottement, mais perdre en énergie d'adhérence, elle n'est pas vraiment recommandé. Donc un recuit, pour le moment, on va dire, il n'est pas vraiment préconisé pour ce type de revêtement. Très bien, ça c'est pour la caractérisation du revêtement en acier. Passons maintenant au volet innovation pour proposer ou bien étudier un autre revêtement à base de nickel. La poudre, donc le métal d'apport, donc, se présente sous cette forme-là, des poudres complètement hétérogènes. Nous avons analysé cette poudre, donc nous avons trouvé les éléments donc, dictés dans la fiche technique de la poudre. Une analyse DRX donc, confirme la présence de 2 phases métalliques de cette poudre-là. Après revêtement, donc le revêtement par contre présente la présence de 5 phases différentes, 3 phases métalliques et 2 oxydes, de l'alumine et une spinelle, ici. Maintenant, la microstructure de notre revêtement donc, se présente comme suit. Donc on remarque ici un liseré d'un niveau de gris différent par rapport au revêtement. Nous l'avons donc analysé. Donc on voit ici, le liseré comporte des fissures, donc à l'intérieur, donc on voit ici des fissures. Nous l'avons bien sûr analysé, donc on a vu que c'est un liseré en fait oxyde qui se présente entre le revêtement et le substrat. Par la suite, donc nous sommes passés à la caractérisation en MEB de notre revêtement. Donc nous avons trouvé que le revêtement comporte essentiellement les éléments présents dans la fiche technique. Par contre, une analyse un petit peu soigneuse, donc nous avons trouvé la présence du silicium et du cuivre dans ce revêtement-là, qui ne sont pas présents dans la fiche technique de ce revêtement. Donc d'où est-ce qu'ils proviennent? Donc c'est des faibles teneurs quand même. Là, on commence à soupçonner le réservoir pas bien nettoyé peut-être, qui a contaminé notre poudre pour donner cette présence-là. Maintenant, la DRX a donné la présence de 5 phases. Il faut confirmer par MEB, donc par imagerie et contraste de phase. Donc on voit les 5 niveaux de gris différents, donc des phases métalliques, des oxydes, en gris clair et en gris foncé, et des lamelles, comme nous l'avons vu dans les travaux de la bibliographie, donc des lamelles qui se présentent sous une morphologie mouchetée, donc D et E à la fois dans la même lamelle. Donc nous avons confirmé la présence des 5 phases retrouvées par DRX. L'analyse de DS des phases donc confirme un petit peu le caractère métallique de 3 phases et le caractère oxyde des 2 autres. Maintenant, voyons voir un petit peu la distribution des éléments donc, de ce dépôt. Donc la distribution pour voir un petit peu comment se présente notre revêtement. Donc ici, vous voyez le liseré en gris, donc ça confirme ici, hein, c'est de l'oxygène, et très riche en oxygène et fer, donc c'est un oxyde de fer. Le revêtement, en gros, donc c'est en nickel, donc on voit ici, ça confirme un petit peu le caractère à base de nickel. Et on voit ici que les zones sombres sont en fait l'oxyde d'aluminium. Regardez, donc on voit ici que l'aluminium est présent sur cette zone, et l'oxygène aussi, donc c'est un oxyde d'aluminium, et ça confirme, ici on voit aucune trace bleue, hein, j'ai mis en bleu ici pour voir les traces du cuivre et de silicium, donc on voit la quasi-absence de ces éléments-là. Passons à l'autre volet, donc qui est la caractérisation mécanique. Donc pour ce faire, ou bien même évaluer l'énergie d'adhérence revêtement substrat, donc premièrement, microdureté et module Young. Nous avons trouvé des modules Young classiques du massif et module Young notre revêtement. Nous avons fait des essais. Il y a une remarque très importante. Nous avons fait des essais sur 3 échantillons différents, 3 éprouvettes différents. Vous voyez ici, ça c'est le substrat en 35 CmO4, CrMO4, et ça c'est le dépôt à base nickel. Ici donc nous voyons la fissure apparaît au niveau de l'entaille pour donner une énergie d'environ 380 joules par mètre carré. Le deuxième échantillon a donné un autre résultat, une fissure qui apparaît au niveau des appuis, qui démarre de l'extérieur pour aller vers l'interface substrat-revêtement, pour donner justement une valeur d'énergie d'adhérence un peu plus grande. Un troisième comportement, c'est l'apparition toujours de la fissure au niveau des appuis, mais cette fois-ci la fissure, nous avons remarqué qu'elle démarre de l'intérieur vers l'extérieur, qui se propage dans l'interface pour donner une très très bonne, comparativement bien sûr, énergie d'adhérence.
Nous avons suivi, enfin je vais vous présenter brièvement donc comment on a suivi les tests. Donc on voit ici, donc le premier cas qui a donné l'énergie interfaciale faible. Ici, donc vous allez remarquer que la fissure va démarrer d'ici au niveau de l'entaille pour se propager par la suite au niveau de cette interface-là. Il y a une vidéo qui va démarrer, voilà. Voilà, vous voyez ici, donc vous allez voir que la fissure va démarrer d'ici pour se propager vers l'intérieur. Très bien, je vais fermer ça. Voilà, donc ça a donné, vous avez remarqué, une énergie d'adhésion faible. Le deuxième cas, c'est l'apparition donc de la fissure au niveau des points d'appui, mais qui démarre de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Donc vous allez le voir ici, donc elle va apparaître. Les essais sont très lents. Elle va apparaître ici. Bon, c'était... voilà, donc j'ai fait un arrêt image sur la fissure au niveau de l'interface. La fissure s'est propagée comme ça pour, par la suite, donc partir dans l'interface. J'ai une autre vidéo un peu plus améliorée, vous allez la voir ici. Voilà, très bien. Vous allez voir une fissure qui va démarrer d'ici. Voilà, ça c'est le deuxième comportement qui a légèrement amélioré l'énergie d'adhérence. Maintenant nous avons un troisième comportement d'une fissure qui a démarré au niveau des appuis, mais cette fois-ci donc de l'intérieur vers l'extérieur et se propageant dans l'interface dépôt-substrat. Voici son comportement. Voilà, l'essai donc enregistré la vidéo enregistrée lors de ces essais. Nous allons voir la fissure qui va apparaître ici, qui va se propager vers l'extérieur et dans l'interface. Voilà. Donc ce comportement-là, vous avez remarqué que c'est lui qui a donné l'énergie interfaciale la plus importante. Bien. Maintenant, comparons par rapport au revêtement en fait, bruit de projection qui a présenté un comportement presque idéal pour nous, donc qui a présenté une énergie interfaciale assez importante. Donc ici, son comportement, il est tout à fait attendu. Donc, apparition de la fissure au niveau de l'entaille, puis propagation donc au niveau de l'interface dépôt-substrat. Donc j'ai une autre vidéo du revêtement bruit de projection pour le comparer avec les autres essais, pour voir un petit peu. Même avec une vidéo déjà, donc on peut avoir une idée sur l'adhérence du revêtement avec son substrat. Donc voici la vidéo. C'est l'apparition, donc elle n'est pas la même pour les bases nickel. Donc ici, c'est donc il faut être très patient pour voir l'apparition de la fissure. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il tient un peu plus par rapport aux autres revêtements. Très bien. Alors. Je conclus. À travers tous ces travaux-là, donc qu'est-ce que nous avons constaté? Donc nous avons travaillé sur un acier hyperotectoïde qui présente sous forme brute donc la présence de phase gamma inattendue. Après un recuit, donc nous avons constaté la disparition de cette phase et nous avons vu qu'un recuit à 300 degrés C donc procure une meilleure tenue à l'usure en termes de perte de masse. Nous avons vu que le bruit de projection, donc vis-à-vis ou bien en termes de coefficient de frottement, donc présente deux paliers contre un seul palier pour un recuit à 300 degrés. Nous avons vu les mécanismes donc qui ont généré un petit peu ces deux paliers donc par analyse donc des pistes d'usure. Et par la suite, à la fin, donc nous avons vu qu'un recuit quand même à 300 degrés nous donne une perte en termes d'énergie d'adhérence d'environ 72%. Pour l'autre revêtement, donc essentiellement, donc nous avons confirmé un petit peu le caractère polyconstitué de notre poudre et la présence des 5 phases dans le revêtement. Et nous avons trouvé aussi qu'il y a des lamelles biphasées qui sont présentes dans notre revêtement, que nous avons vu dans la bibliographie. Nous avons aussi vu que l'oxygène, donc est localisé, l'oxygène et l'aluminium, donc sont localisés ensemble pour former l'oxyde d'aluminium. Et les tests de flexion 4 points donc, nous ont permis
de comprendre les mécanismes ou bien de voir comment est-ce que notre revêtement travaille avec le substrat. Donc nous avons vu la dispersion donc des résultats obtenus est due tout simplement à la fissure, où est-ce qu'elle apparaît, comment elle apparaît et comment elle se propage. Donc sur ça, je vous remercie pour votre attention.